Gozaimasu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous repropose de vous raconter une histoire d'horreur, ou plutôt une légende urbaine. Dans ce format de vidéo, j'ai l'habitude de vous parler de faits réels et facilement vérifiables, mais aujourd'hui on va se pencher sur quelque chose de plus brumeux, la légende de Kuchisake Onna. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous laisser emporter par le récit. Kuchisake Onna. Origine de la légende urbaine. Je vais donc dans cette vidéo parler d'une légende urbaine. Certes, il s'agit d'une histoire qui n'est pas réelle, avec des esprits et des phénomènes paranormaux. Mais l'imaginaire de l'homme n'est-il pas toujours inspiré de faits réels ? 1753. Nous sommes en 1753 au Japon, dans la préfecture de Gifu, dans la période Edo. La population japonaise compte entre 28 et 33 millions d'habitants et la grande partie des terres cultivables est déjà exploitée au sein du pays. Durant cette période, c'est la société féodale qui va prendre des coups. Pour parvenir à nourrir toutes les bouches, les paysans n'ont d'autre choix que d'intensifier leur travail pour augmenter leur production. Mais malheureusement, l'agriculture reste très dépendante du climat. Et à cette époque, le moindre déboire climatique au matin peut amener à une assiette vide le soir venu. Les paysans sont ruinés et doivent s'endetter pour simplement continuer de travailler. Et vous vous doutez bien que les taux d'intérêt à l'époque étaient, disons-le, assez spéciaux. Il y avait même un terme assez représentatif pour désigner ces taux d'intérêt abusifs. C'est l'usure. Et même pour ceux qui arrivent à s'en sortir sans prêt, ils voient 60% de leur récolte récupérée par le shogunat. C'est ce qu'on appelle les taxes. À cause de ces nombreux abattages, en 1732, une grande famine a touché le pays et a décimé 1/30 de la population. L'ombre de cette catastrophe plane toujours dans la mémoire des paysans. Voilà pour ce qui est du contexte de l'époque. 1754. Toujours dans la préfecture qu'on appelle aujourd'hui Gifu, nous allons nous intéresser au village Shiratori. Traduit littéralement, ça veut dire cygne en japonais. Les tensions paysannes à l'encontre du shogunat montent particulièrement dans cette contrée. La révolte éclate, les paysans prennent ce qu'ils peuvent pour s'en servir d'armes et partent se battre contre les soldats du shogun. Mais en combattant avec des faux et des serres contre des hommes armés de fusils et de sabres, on va dire que le résultat était plus ou moins attendu. C'est un véritable bain de sang, la rébellion est totalement matée. Les investigateurs du mouvement sont exécutés et les suiveurs ne peuvent que reprendre le travail en gardant en eux cette rancune et une haine grandissante. Pourquoi je vous ai raconté tout ça ? C'est parce qu'il est dit que c'est de cette rancune paysanne que va naître le premier esprit malsain. À ce stade, l'esprit n'est qu'un amas de haine et de rancune. Il en a même oublié à qui la porter, et c'est pourquoi il attend juste patiemment qu'un autre se présente à lui. 1872. Nous sommes encore dans la préfecture de Gifu, mais nous avons changé de période. Nous sommes dans l'ère Meiji. Le pouvoir impérial a été restauré et l'utilité des samouraïs est discutable. On annonce même la fin des samouraïs, ces guerriers d'un autre temps, dépassés militairement et humainement. Dans ce contexte vit un samouraï du nom de Hasekura. Il est vieux et voit bien évidemment d'un très mauvais œil la disparition de sa classe sociale. Sa femme, quant à elle, est jeune, elle se nomme Otsuya. Sa beauté faisant rougir la moindre personne qui passe dans la rue, elle est assez vaniteuse. Tout sourire, elle demande fréquemment aux enfants du village s'ils la trouvent jolie. Watashi wa kirei ? Bien sûr, les enfants subjugués par tant de magnificence ne pouvaient qu'acquiescer. Seul son mari ne prêtait pas beaucoup d'attention à Otsuya et elle se sentait un peu seule. Et un malheureux jour, rempli de vanité et d'orgueil, elle se rapprocha dangereusement d'un autre homme que son mari et commit l'adultère. L'histoire ne raconte pas qui était son amant, elle se concentre davantage sur les conséquences de cet acte. En effet, une personne du village ayant vu Otsuya s'enfoncer dans la montagne avec un homme s'en alla rapporter ses faits au samouraï Hasekura. Le vieux samouraï, voyant son honneur bafoué, sa virilité piétinée, voit à travers cet acte une attaque personnelle à l'encontre de son grade. Abusé par tant de moqueries, c'est dans la violence que va se traduire sa colère. Dès l'instant où Otsuya rentre dans sa demeure, il commence à la secouer et à la violenter dans tous les sens. Effrayée par son mari, elle se protège comme elle peut, c'est-à-dire en ne faisant absolument rien. Ne soyez pas surpris, quand on est en danger, notre cerveau humain fait passer la survie avant toute chose. Et cela peut se traduire parfois par ne rien faire. Hasekura, frustré de voir sa femme qui ne se débat pas, cherche à lui enlever quelque chose, à lui soutirer quelque chose auquel elle tient peut-être plus que sa propre vie. Dans le feu de l'action, il cherche pendant quelques secondes et... mais bien sûr, sa beauté. Le vieux samouraï prit alors un couteau, maîtrisa la jeune femme tétanisée et lui cisailla la joue gauche. Le sang se répand sur le tatami, et Otsuya, comprenant les intentions de son mari, commence à se débattre cette fois de toutes ses forces. Malheureusement, Hasekura a beau ne plus être dans la fleur de l'âge, il n'en reste pas moins un fier et fort samouraï. La joue droite y passe aussi. La si belle femme, se retrouvant alors défigurée, sanglote et reste clouée au sol. Pendant que l'odeur de son sang remplissait la pièce, le mari, satisfait de son acte, s'exclama alors « Ces mots résonnent en elle. Otsuya se relève d'un coup, essuie le sang au niveau de sa bouche et se précipite vers son miroir et...
Elle aperçoit alors les énormes entailles qu'elle a aux deux joues et on raconte que le cri qu'elle poussa fut entendu dans tout le village. Hasakura achève sa femme avec son katana et le corps de Otsuya tombe lourdement sur le sol. Lorsque le veuf sort de sa demeure avec le corps de sa femme ensanglanté à l'épaule, pas la moindre personne ne lui pose de questions. Un peu plus loin, le samouraï jette le corps de sa femme dans la rivière pour qu'il en soit débarrassé à tout jamais. Mais je pense que vous avez compris que ce à tout jamais était quelque peu erroné. Plus d'un siècle après les premières révoltes paysannes et seulement 12 ans après la dernière, l'esprit malin plus puissant que jamais s'empare du corps de la jeune femme décédée pour la posséder. Et c'est ainsi que naquit Kuchisake Onna. la légende. Kuchisake Onna traduit littéralement, ça donne femme à la bouche fendue. Son apparence est celle d'une femme livide aux cheveux noirs et à la peau blanchâtre. Elle porte un masque pour cacher son visage qui est facilement reconnaissable. Et elle a aussi toujours en main une paire de ciseaux pour découper des choses. C'est donc un esprit vengeur qui souhaite enlever la vie, mais il y a un rituel très précis qu'il va faire subir systématiquement à ses victimes. Voici le protocole macabre. Selon les histoires, Kuchisake Onna s'attaque aux enfants ou aux jeunes hommes se promenant seuls dans la nuit. Vous rentrez tard le soir, seul. L'atmosphère commence à se rafraîchir et instinctivement vous allez vous mettre sur vos gardes. Et soudain, une femme apparaît en face de vous. Vous avez peur, vous ne fuyez pas, vous restez totalement immobile. Tout en gardant le masque sur son visage, elle vous pose la question suivante. Watashi, kirei? Nul doute que votre survie va dépendre uniquement de votre réponse à cette question. Et si vous ne voulez pas vous retrouver avec les mêmes balafres qu'elle, je vous conseille d'écouter ce qui va suivre. Si vous répondez non, vous imaginez bien que votre tête va rouler sur le sol. Donc par instinct, vous allez répondre oui. C'est bien. Vous sentez le moindre mouvement d'air sur votre peau, tout en guettant une quelconque réponse de la part de la créature. Celle-ci ne se fait pas attendre davantage. Kuchisake Onna retire le masque sur sa bouche et vous montre son plus beau sourire. La simple vue de ce dernier vous glace le sang, mais vous faites de votre mieux pour rester de marbre. Des sueurs froides perlent sur votre front quand elle pose alors une deuxième question. Konna sugata demo? Encore une fois, votre instinct vous poussera à répondre à l'affirmative, et c'est alors que Kuchisake Onna, toute souriante, vous répondra Soka, ja kimi ni mo ageru, avant de vous trancher les deux joues pour que vous lui ressembliez davantage. Et dans le pire des cas, elle vous tuera. Mais que faut-il répondre dans ce cas? Eh bien, il faut répondre ni par oui, ni par non. Vous pouvez par exemple dire Futsu desu. Vous êtes normal. Vous avez alors une chance de vous en tirer si la créature n'est pas de mauvais poil. Pour garder sa vie sauve à coup sûr, il faut répondre ceci. Watashi tachi, kirei? Kuchisake Onna sera alors perturbé et vous pourrez profiter de cette confusion pour pouvoir vous enfuir. Toutefois, selon certains dires, Kuchisake Onna serait capable de parcourir une distance de 100 mètres en exactement 6 secondes, ce qui est assez rapide. Une dernière technique consiste à lui donner des bonbons pour la distraire. Mais je serais bien curieux de voir un esprit vengeur centenaire apaisé par quelques friandises. Voilà pour ce qui est du rituel perpétré par Kuchisake Onna. Les versions sont légèrement différentes en fonction de la région du Japon, mais dans les grandes lignes, le mythe reste le même. En revanche, il y a une raison pour laquelle j'ai choisi de vous raconter cette histoire plutôt qu'une autre. Cette histoire, aujourd'hui considérée comme une légende urbaine, ne l'a pas toujours été. Il n'y a pas si longtemps encore, beaucoup de Japonais dans la préfecture de Gifu croyaient dur comme fer à Kuchisake Onna, à tel point que la société japonaise elle-même en fut impactée. L'impact du mythe. 1978. Même un siècle plus tard, la légende de Kuchisake Onna ne s'est pas éteinte. Les adultes n'y croient pas vraiment, mais c'est aux enfants qu'elle est racontée comme une comptine. L'histoire d'une méchante dame à la bouche fendue qui pourrait te kidnapper si tu te balades trop tard le soir. Cette comptine un peu violente a pour but de persuader les plus petits de rentrer très vite à la maison sans faire de détour. Transposé en France, ce serait l'équivalent du grand méchant loup. Mais en décembre 1978, d'étranges témoignages refont surface et la rumeur se répand comme une traînée de poudre dans une des préfectures du Japon. Encore une fois, la même depuis le début, la préfecture de Gifu. 26 janvier 1979. Au moment où ces rumeurs commençaient à se dissiper après les fêtes de fin d'année, un article paraît sur le Gifu Hinichi Shimbun. Kuchisake Onna ga deta. L'article raconte comme quoi une femme seule, au comportement étrange, errant dehors avec un masque, aurait été aperçue dans un quartier de la dite préfecture. Vous imaginez bien que le mythe repart de plus belle. Mais cette fois-ci, elle ne va pas se limiter à une psychose chez les jeunes enfants, elle va aussi prendre de l'ampleur chez les adultes. Et c'est ainsi que plusieurs fois par mois, la police est mobilisée pour se déplacer sur les lieux d'apparition de Kuchisake Onna. En voyant la police se déplacer, d'autres personnes prennent peur et sont encore plus convaincues qu'il existe quelque chose. Le phénomène ne cesse de se propager de bouche à oreille à tel point que les enfants ne veulent maintenant plus sortir dehors. 21 juin 1979.
Nous sommes dans la ville de Himeji, au commissariat de police. La soirée est plutôt tranquille et ce sont les policiers Yamada et Akito qui sont de garde ce soir. Soudain, sans plus attendre, ils reçoivent un appel d'une personne paniquée à l'autre bout du fil. Les deux policiers tentent de calmer et de raisonner la personne, mais rien n'y fait. Cette phrase était de trop pour les policiers, on sentait vraiment quelqu'un de perturbé au téléphone. Yamada prend la responsabilité d'intervenir sur cette affaire, les deux embarquent dans un véhicule et font retentir les sirènes sur la route. Ils arrivent rapidement sur les lieux et observent avec effroi que la personne au téléphone disait vrai. En face d'eux se tient debout une femme aux longs cheveux noirs, à la bouche fendue et avec un couteau ensanglanté dans la main. Yamada reste très professionnel, sort du véhicule et dit ceci. Un long silence précède la réponse de la jeune femme. Les lumières du gyrophare se reflétant sur son visage, elle relève doucement la tête et prononce ces mots. Watashi, kire. Cette phrase glace le sang des deux policiers. Yamada et Akito tremblent, hésitent pendant quelques secondes, mais le devoir les rappelle à l'ordre. Akito se jette sur la femme et lui fait tomber son arme à terre. Elle ne se débat pas plus que ça et les deux hommes parviennent à la maîtriser. Plus tard, les deux policiers identifient la personne et comprennent que c'est une femme dérangée de 25 ans qui a fait une très mauvaise blague. Elle a été punie très sévèrement pour avoir violé la loi concernant le port des armes blanches dans la rue. Je retiendrai néanmoins le courage et le sang-froid de ces hommes, surtout dans un contexte où les rumeurs étaient nombreuses. Après l'été de cette année-là, les rumeurs s'estompent et le phénomène Kuchisake Onna retombe dans l'oubli. 1990. Avec l'essor de la science et de la technologie, le monde commence à banaliser la chirurgie plastique. Et de là, la légende va encore une fois refaire surface. On raconte qu'une femme dont l'opération a échoué s'en prendrait à quiconque ne la trouverait pas belle. Mais cette fois-ci, la psychose ne prend plus, le monde s'est modernisé et a perdu de son mysticisme. Le phénomène de Kuchisake Onna va être récupéré à des fins commerciales pour en faire des personnages de séries, d'animés ou de mangas. Et c'est ainsi que l'histoire est passée d'un mythe d'une préfecture à une légende urbaine dont on ne retient que le personnage principal. Conclusion. La femme à la bouche fendue fait donc partie intégrante du folklore japonais. Bien qu'aujourd'hui elle soit considérée comme une légende urbaine, je trouve ça assez intéressant toutes les histoires autour de ce phénomène. D'autant plus que le design de ce monstre en a inspiré plus d'un, notamment le Joker avec le célèbre sourire de l'ange. Pourtant, un seul élément me titille. Peut-être une coïncidence, mais toutes les histoires que je vous ai racontées, excepté la dernière, se sont passées dans la même région du Japon, dans la préfecture de Gifu. Sans penser immédiatement au paranormal, il me semblerait correct de croire qu'au moins un jour, aussi lointain soit-il, il existait une femme qui errait de village en village, en quête de sang. Mais après tout, pourquoi avoir peur, puisque tout ceci n'est pas réel? Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette variation du format horreur vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez lâcher un pouce en l'air et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Tchuss!